Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Attention, sondage sensible. Ouais. Salut, c'est pour un sondage. Non, merci, c'est bon. 15 000 personnes interrogées. Cassez-vous d'ailleurs, ça m'énerve. Le rapport à l'islam des musulmans de France. L'intégrisme progresse, surtout chez les plus jeunes. T'es sûr? Les sondages sont formels. 65% des musulmans pensent que c'est plutôt la religion qui a raison par rapport à la science. Cette étude de l'IFOP sera âprement débattue. Mais on vous demande pas du tout d'être d'accord. Ce sont des chiffres. Oui, et puis d'ailleurs, arrêtez de nous couper la parole quand je vous interromps, c'est insupportable. Il est sûr que les États de la France varient selon l'actualité, mais nous sommes là pour les décrypter. Voilà, et en parler avec vous, chers auditeurs, qui pouvaient nous appeler au 0826 300 300. On a besoin de vos témoignages, c'est votre radio, c'est une radio libre, et on attend justement vos interventions avec impatience, parce qu'elles sont toujours pertinentes et souvent courageuses. Alors, effectivement, on disait dans le jingle, la jeunesse musulmane de France se radicalise-t-elle? Un sondage de l'IFOP met le feu aux poudres en indiquant que 59%, parmi d'autres statistiques, 59% des jeunes musulmans souhaitent l'application de la charia. La controverse est vive dans le monde politique. Nous essayons d'y voir plus clair avec Majid Oukacha, essayiste et vidéaste, auteur de Ex-musulmans, mode d'emploi. On va parler du ras-le-bol des policiers municipaux, notamment ceux de Corbeil-Essonnes, mais ça concerne beaucoup de polices municipales, dont les moyens et les locaux sont dans un état de vétusté indicible. Oui, ces policiers municipaux que l'on voit, qui ne sont pas la police nationale, ils sont ceux de la commune, eh bien, ils n'ont pas toujours les moyens dont ils ont besoin pour remplir leurs fonctions, et pourtant ils sont précieux, et ils sont courageux, et ils sont dévoués. On va parler du héros Faisal qui a failli mourir, qui a été mutilé, agressé. Il protégeait un foyer d'adolescentes. Il y a des agresseurs qui sont entrés. La scène est absolument terrifiante. J'allais dire retirer les enfants à un moment donné, mais on va vous dire le courage de cet homme. On est aujourd'hui réjouis de savoir qu'il y a les fast-food du peuple. Comme si les fast-food étaient pour les riches, donc maintenant il y a les fast-food du peuple. Eh bien, je vais vous expliquer pourquoi. En fait, c'est l'invention du populisme alimentaire. C'est comment la malbouffe se déguise joliment avec des guirlandes pour faire croire qu'elle est praticable et abordable. Peut-on s'évader par la littérature? Maud Koffler, qui est spécialiste de la question, futur grand écrivain, voilà, nous parlera du Goncourt des détenus, qui est une très belle initiative. Et puis notre dernière heure de 13 à 14 heures, nous recevrons, je m'en réjouis, un observateur. Alors, on reçoit toujours des observateurs, j'ai l'impression de me répéter, des observateurs, j'allais dire, très pertinents. C'est Franz-Olivier Gisbert, dont le livre Voyage dans la France d'avant c'est un chef-d'œuvre, c'est un document, mais il nous explique que c'était mieux avant. Or, je l'ai pas toujours entendu dire ça, je vais m'expliquer avec lui, on s'apprécie beaucoup, on n'est pas dans la polémique, mais on va quand même décrypter de savoir pourquoi la France a perdu de sa gloire, de ses valeurs, de sa raison d'être et de tout ce qui nous donnait une raison de l'aimer passionnément. Mais il reste encore de quoi l'aimer. Et sur Sud Radio, on aime la France et on n'a pas besoin, de témoignages pessimistes. Je dis pas qu'il en a, mais voilà, nous sommes conscients des faiblesses de ce pays, mais nous sommes conscients aussi qu'elle a beaucoup de ressources pour s'en sortir. Voilà le menu d'aujourd'hui. Sud Radio, la France dans tous ses états. L'humeur de Perico. Alors nous sommes en plein salon des maires de France. Les maires de France. Le maire avec le président de la République et l'autorité, l'institution qui a le plus de pouvoir exécutif. Et un maire dans sa commune, certains vous disent, il a quelque part plus de pouvoir presque que le président de la République au sommet de l'État. Et en plus, le maire, il est en contact immédiat avec la citoyenneté, avec ses électeurs, avec ses administrés. Eh bien, aujourd'hui, à l'heure où se tient ce salon des maires, il y a un désarroi, un pessimisme, un malaise, j'allais dire, dans l'action municipale, dans l'univers municipal, et on s'inquiète pour les prochaines élections municipales de mars 2026, parce que c'était déjà le cas aux précédentes élections. On a du mal à trouver des candidats. C'est une fonction que beaucoup de citoyennes et de citoyens français ne veulent plus assumer. Alors, il y a peut-être effectivement une perte de civisme, une perte, j'allais dire, de sens de l'intérêt général, de l'intérêt commun, mais il y a surtout des gens qui ont peur d'assumer une fonction, la fonction de maire, dont on a entendu souvent au travers de l'actualité, des situations tragiques.
quelquefois des morts, des agressions, et tous les élus municipaux peuvent vous confirmer que face, j'allais dire, à la souffrance, à la fracture sociale, à l'exaspération de nos concitoyennes et de nos concitoyens, eh bien, ils sont les premiers en rapport. C'est eux qui représentent l'État, ils représentent la République, ils représentent le drapeau français, et donc ils s'en prennent plein la poire. Voilà, et on les agresse souvent injustement, alors qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils ne représentent pas le gouvernement, ils ne représentent pas le préfet, et pourtant c'est à eux que l'on prend, parce que c'est eux qu'on rencontre, c'est eux à qui on peut s'adresser, ils sont en première ligne, ils représentent quelque part l'autorité de la France, mais oui, mais c'est l'autorité municipale, celle qu'ils ont votée, et donc quelquefois, ces situations violentes, découragent l'initiative citoyenne, et font qu'on va peut-être manquer de candidats aux élections municipales, et peut-être même manquer de maires. Donc ça veut dire que la démocratie française est très malade, si elle en est là, qu'elle est en souffrance, et qu'il est temps que tout le monde autour de la table, je parle pas seulement de la classe politique, on se mette autour, on a besoin des maires, on a besoin des conseillers municipaux, la vie municipale, le municipalisme est un des fondements de notre démocratie de la République. Et voilà, prenons le taureau par les cornes et faisons en sorte que l'on revienne au mandat municipal avec ferveur, passion, enthousiasme, patriotisme et un sens absolument, dévoué de l'idée républicaine. Vous restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h. Dans un instant, nous parlerons de ce sondage de l'IFOP qui révèle qu'une majorité de jeunes musulmans se radicalisent. On en parle avec notre invité dans quelques minutes. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états, le fait du jour. Un sondage réalisé par l'IFOP révèle qu'une majorité de jeunes musulmans seraient favorables à l'application de la charia en France. Une radicalité inquiétante qui prend du terrain, d'autant que dans ce même sondage, 24% des interrogés affirment éprouver de la sympathie à l'égard des frères musulmans, 9% pour le salafisme et 3% pour le djihadisme. On en parle avec Majid Oukacha, auteur de Ex-musulman, le guide de survie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Majid Oukacha. Oui, ce sont des chiffres. Alors c'est un sondage, c'est sur 1000 personnes, c'est l'IFOP, c'est un institut sérieux. Pour autant, est-ce que ça correspond à une réalité exacte? Mais déjà, c'est un peu inquiétant. Et immédiatement, la France insoumise, par la voix de Paul Vannier, un des députés, dit amalgame puant qui vise à faire des millions de nos compatriotes, des islamistes et des terroristes en puissance. Bon, déjà, on rejette au lieu d'en discuter. Il y a toujours le rejet, on dirait qu'il y a un complot anti-musulman. Alors, les chiffres sont inquiétants. D'abord, sans rentrer dans le détail de ces chiffres, c'est la conséquence de quoi? D'une intégration mal faite, d'une école de la République qui n'intègre plus, d'une assimilation qui n'est plus prise en compte? Comment vous sentez ce début de fracture chez nos compatriotes musulmans? Ça fait des années que dans mes vidéos, effectivement, j'analyse parfois des sondages qui vont dans le même sens, une impression de radicalisation des plus jeunes générations de musulmans par rapport à leurs parents et même par rapport à leurs grands-parents. Et en gros, il y a selon moi 3 grands facteurs. Il y a le fait que la France d'il y a 30 ou 40 ans, dans les années 90 ou début des années 2000, avait encore un modèle d'assimilation qui demandait aux immigrants et à leurs enfants, pour faire simple, d'adopter une culture commune nationale. C'est pas forcément une culture dominante qui va écraser ou dévaloriser les cultures étrangères, mais au moins une culture nationale dominante, enfin en tout cas voilà, majoritaire et commune. Et on est passé à un autre modèle de la France qui se déteste son histoire, qui extrême droitise son identité nationale pour se fondre dans l'Europe, et du coup une France qui refuse d'aimer son histoire, d'aimer son peuple, de vouloir défendre ses frontières, et qui en parallèle célèbre la différence de n'importe quelle culture étrangère, surtout si la culture étrangère a des millions de cartes d'électeurs à la clé. Et en parallèle, du coup, la nature et horreur du vide, les musulmans vont plus facilement se diriger vers leur culture islamique, qui déjà de base est une culture très prosélyte, très dans le flicage communautaire, qui régit tout dans la société, c'est-à-dire à la fois des lois de droit commun, à la fois les rapports sociaux entre les individus. Et en parallèle, il y a aussi le développement d'Internet qui est très important, qui a des avantages et des inconvénients. Mais on est passé dans une France, encore une fois, d'il y a 30-40 ans, où la télévision était la fenêtre sur le monde qui disait un peu la vérité. Il y avait quelques imams triés sur le volet, tirés à 4 épingles, qui y passaient, qui tenaient un discours, ou quelques apologètes de l'islam qui tenaient un discours bisounours de paix et de tolérance de l'islam. Et on est passé avec le développement d'Internet à un Internet qui a quelque chose de positif, c'est ce fact-checking de tous les discours journalistiques, politiques, scientifiques. Et ça inclut la religion. Et juste pour terminer sur un petit point,
ce fact-checking a été bénéfique aux idées salafistes plutôt qu'à l'islam de paix, puisque le discours d'apologètes, de rares apologètes de l'islam de paix sur les réseaux sociaux n'est pas basé sur les textes, tandis que cet islam radical, moi je dis souvent, TikTok c'est la première mosquée de France. Maintenant, même si toutes les mosquées actuellement en France sont surveillées par les RG, les imams font très attention à ce qu'ils disent, on s'en fiche de toute façon. Maintenant, tous les jeunes musulmans qui s'informent davantage sur Internet que dans le monde réel ou dans leur mosquée, ils voient que le top 10 des prédicateurs islamiques sur YouTube, sur TikTok, c'est des gens qui ont un discours plutôt salafiste, plutôt au retour des sources et qui se basent sur des sources plus radicales. Alors, si je comprends bien, Majid Oukacha, vous en voulez bien plus, j'allais dire, à cet intellectualisme français prétendument républicain qui est censé porter les valeurs de la laïcité, qu'aux éléments les plus radicaux qui peuvent exister dans tous les pays, qui représentent l'islam, il y a une aile radicale, il y a une aile fondamentaliste, vous dites non, c'est plutôt la France, l'institution française républicaine qui n'a pas fait son travail, qui n'a pas rempli sa mission, c'est d'abord ça la cause de cette expansion de l'islamisme chez les musulmans de France. Alors l'islamisme, pour moi, est le véritable islam en réalité, c'est une religion politique par essence, mais force est de constater que la France, dans ses décisions politiques, le fait d'abord multiplier un nombre conséquent de mosquées, le fait de courtiser électoralement le vote musulman, le fait d'avoir une justice trop laxiste, même si en réalité elle n'est que le reflet du vote des gens, et du coup de ne pas être assez sévère envers des comportements déviants, le fait aussi qu'on est dans une société occidentale où j'ai l'impression qu'il y a des idées un petit peu folles, subversives. Majid Oukacha, beaucoup de nos compatriotes, et souvent ils interviennent à l'antenne, et ils se plaignent du fait que dans l'islamisme il y a le mot islam, et que donc il peut y avoir un amalgame ou une confusion. Ils disent non, nous sommes des musulmans, nous faisons partie de l'islam bien sûr, mais nous respectons les droits de la République et nous sommes assimilés à des islamistes, donc à des fondamentalistes porteurs de violence. Ce n'est pas le cas, cet amalgame est insupportable. Je suis désolé de choquer ces musulmans, mais dans l'agora politico-intellectuelle d'Internet, il y a les musulmans pacifistes, les musulmans qui nous présentent un islam qui défend la liberté de conscience et le vivre ensemble avec les non-musulmans, et ils ne basent leur texte, ils ne basent leur idéologie sur rien du tout. Et il y a les musulmans à côté, les plus salafistes, qui défendent le contraire, qui disent non, il faut faire du séparatisme avec les non-musulmans. Et eux, ils se basent sur le texte coranique. C'est ça le danger du texte coranique, c'est que c'est la parole divine d'Allah de la première à la dernière phrase. Immodifiable, inréformable. Ces salafistes, ils disent quoi ? Ils vont tenir le discours exactement contraire. Par contre, eux, ils sourcent leur texte. Ils vont dire, Allah a dit dans le Coran, ceux qui ne croient ni en le Coran, sourate 4, verset 56, ni en Allah et son prophète Mohammed, sourate 48, verset 13, iront rôtir en enfer pour l'éternité. Pourtant, on sait bien qu'il y a deux Corans. Il y a le Coran de la Mecque d'un Mohammed qui est un Mahomet qui est sous oppression, et puis il y a le Coran de Médine, là c'est celui d'un chef de guerre, d'un chef politique. Il y a deux contradictions. Il y a quand même un Coran compatible avec les droits de la République, ou est-ce qu'il y aurait un Coran qui ne serait pas compatible, ou tout le Coran n'est pas compatible? Quelle lecture avez-vous du Malheureusement, texte? Même s'il y a quelques versets circonstanciés d'une époque où le prophète Mohammed débutait sa mission et forcément était plus enclin à la paix, globalement dans le sens général du Coran, il y a une criminalisation de la liberté de conscience et des non-musulmans, qu'on le veuille ou non, je suis désolé. Il y a également des lois violentes qui n'ont jamais été dans la charia, qui n'ont jamais été ni abrogées ni annulées. Par exemple, le droit à la violence conjugale, de frapper son épouse désobéissante, sourate 4, verset 34, la criminalisation des relations sexuelles hors mariage, sourate 24, verset 2, il faut donner 100 coups de fouet à celles et ceux qui font l'amour en dehors du mariage, même si ce n'est pas appliqué à la lettre, évidemment, par sans doute une minorité de musulmans qui sont plutôt salafistes en France, c'est quand même un terreau qui... Pourtant, Mourad Oukacha, nous avons dans les compatriotes musulmans, Majid Oukacha, nous avons des musulmans qui ne partagent pas cet avis et qui vivent leur citoyenneté française et républicaine de façon exemplaire. Et ils sont majoritaires. Et c'est très bien, mais ce n'est pas incompatible avec le fait que le véritable sens de l'islam dans les textes, c'est un islam pléonastiquement, je suis désolé, violent et liberticide. Et sans doute, ces musulmans majoritairement pacifistes, ils ont pour point commun, il y a une espèce de corrélation, plus les musulmans, entre guillemets, ignorent le contenu de leur véritable texte sacré, et plus ils sont plutôt pacifistes, et plus ils ont été assidus dans l'étude de leur texte sacré, plus ils sont plutôt salafistes. Et cette
resalafisation en réalité, c'est parce que si vous prenez le top 10 des prédicateurs musulmans sur TikTok, sur YouTube, etc., eh ben c'est des prédicateurs qui se basent sur les textes sacrés et qui délivrent le véritable contenu. C'est eux qui ont gagné la bataille des idées, en fait. Magie Lucacha, je rappelle que vous êtes l'auteur de Ex-musulman, le guide de survie. Pour revenir à ce sondage de l'IFOP et à la réalité des chiffres, entre 85 et 2025, la France a connu une recomposition complète de son paysage confessionnel. La part des musulmans dans la population française est passée de 0,5 à 7%. Alors Patrick Cohen dirait que c'est pas si grave et que c'est pas grand-chose, tandis que celle des catholiques a chuté de 83% à 43%. Est-ce que Éric Zemmour a raison de parler, par exemple, de grands remplacements? On en a beaucoup parlé en 2022, depuis 2022, 2021. Est-ce qu'il a raison d'employer ce terme? Alors moi je me méfie des expressions diabolisées dans l'imaginaire collectif, et d'ailleurs il y a souvent des gens qui ont un bon mot et qui disent le grand remplacement, si vous le vilipendez, si vous êtes contre, vous êtes un facho, c'est mal, et si vous vous en réjouissez et vous appelez ça créolisation, bizarrement vous êtes du bon côté de l'histoire. Moi je me dis que le principe dans un pays, c'est si la part d'une population minoritaire ne fait qu'augmenter, là on est multiplié par 14, là, entre 0,5 et 7%, qui me dit que dans les 30 prochaines années, s'il y a une multiplication encore par 14, alors évidemment ça ne fera pas plus de 100% de la population française, mais cette tangente fait que sans doute un jour ils deviendront majoritaires, et oui, l'islamisation, l'islam deviendra le modèle culturel dominant, ce que je ne souhaite pas et ce que je pense qu'il n'arrivera pas. Pourquoi vous ne le souhaitez pas ? Pourtant, nous avons la laïcité, nous avons les lois de 1905. Est-ce qu'il y a besoin d'une pédagogie laïque pour expliquer aux musulmans que les lois de 1905 les protègent? Elles protègent les cultes, elles n'interdisent rien. Elle veut seulement qu'il n'y ait pas de confusion entre le domaine public et le domaine privé, et que la laïcité peut être la garantie pour les musulmans de continuer à vivre paisiblement en République française. D'abord, la laïcité s'applique aussi longtemps que démocratiquement les Français y consentent. Donc le jour où une majorité de citoyens français, peu importe leur confession, sans doute majoritairement musulmans, décideront qu'on tourne le dos à la laïcité, on peut tourner le dos à la laïcité. Laïcité n'est qu'un mot également aussi, on peut très bien avoir ça inscrit, mais dans la réalité, dans les mœurs, dans la force culturelle dominante, eh bien c'est... Regardez l'islam par exemple aujourd'hui, il est censé être seulement à 7% de la population, il y en a en off qui disent plutôt une dizaine de pourcents. On a l'impression, comme la météo réelle et la météo ressentie, que rien qu'à 7% ou à 10%, avec les revendications qui sont régulièrement renseignées dans la presse journalistique, à l'école, dans l'entreprise, qui sont par exemple deux institutions où les musulmans sont censés être minoritaires, c'est eux, et même dans les centres de sport également, où ils sont dans plus de la moitié en tout cas des revendications religieuses viennent d'eux. Donc qu'est-ce que ce sera demain quand ils seront 20% ou 30% ou 50%? L'islamisme se nourrit aussi des souffrances et des carences d'un système néolibéral qui n'a pas su donner certaines réponses. Voilà, et bien sûr, je ne dis pas que c'est bien, je dis c'est un fait. Et dans certains pays musulmans, eh bien, ils sont allés vers des partis islamistes parce qu'ils estimaient que les régimes au pouvoir étaient corrompus, et n'apportaient pas les réponses nécessaires à cette époque. Je suis d'accord. C'est pour ça aussi qu'on vit malheureusement dans une époque où les gens actuellement votent pour des politiciens qui courent après des combats très secondaires par rapport à des objectifs prioritaires, qui gèrent la France n'importe comment, et j'ai l'impression que c'est vraiment le terrain idéal pour que les idéologies les plus folles puissent prospérer, et là c'est vrai. Et encore une fois, je reviens à mon image de tout à l'heure, le fait que la France soit un pays dans lequel il y a une intelligentsia qui criminalise l'identité nationale, extrême droitiste ça, la nature ayant horreur du vide, des jeunes vont se tourner vers quoi? Vers l'identité religieuse encore plus en fait. Si on n'a pas d'autant que notre identité française, c'est quoi? C'est la culpabilisation de notre histoire, la culpabilisation d'exister, la culpabilisation de polluer, la culpabilisation de ce qu'ont fait nos ancêtres à d'autres ancêtres. À côté de ça, quand on présente à un musulman la culture islamique fière d'elle-même, revendicative, forte, le choix est vite fait. Vous savez que c'est en train d'évoluer. Il y a un débat, il y a une confrontation assez forte en France, et je pense que la raison finira par l'emporter, parce que le peuple français en a vu d'autres. Mais vos inquiétudes sont légitimes, et en tout cas merci d'être venu témoigner. Je rappelle le titre de votre ouvrage, Ex-musulman, le guide de survie. Majid Oukacha, vous êtes quelqu'un de courageux et vous avez un franc-parler tout à fait appréciable. Sud Radio, la France dans tous ses états, les perles du jour. Un acte d'héroïsme qui aurait pu lui coûter la vie, c'est l'histoire de Faisal que vous allez nous raconter, Perico. Oui, Faisal est veilleur de nuit dans un foyer d'urgence pour adolescentes.
Et puis, une nuit, vers 2h du matin, il entend du bruit, il s'approche, il monte à l'étage, et s'approchant des lieux, il se fait agresser, il se fait saisir tout de suite par les bras. Un coup de machette lui fend le crâne, sans lui tuer, mais une blessure très grave. Il continue à se débattre, il essaye évidemment de ceinturer ses agresseurs. Il en déstabilise un, mais comme ils sont trois hommes, il y a un qui prend une adolescente de 17 ans et qui lui met sa machette sous la gorge. On est dans une situation tout à fait tragique, une scène de film d'épouvante. Et il continue à se battre et là il va se reprendre un deuxième coup de machette. Alors il y avait une feuille de boucher et une machette, et au moment où il allait se reprendre un deuxième coup de machette sur la tête, évidemment il se protège avec sa main, et là il y a 2 doigts qui sont sectionnés, un autre qui est pendant, donc voilà. Et malgré tout, avec les hurlements, il arrive à attirer l'attention, des voisins arrivent aux fenêtres, il commence à y avoir des hurlements, et les 3 agresseurs prennent la fuite. Il prend son doigt, vraiment c'est extraordinaire, il le met dans un linge, va se faire soigner à l'hôpital, et aujourd'hui, voilà, je pense qu'il est en voie d'en chirurgie pour essayer de retrouver sa main. Enfin, le courage de Faisal, c'est le prénom du roi d'Arabie, dans l'Orange d'Arabie, le prince Faisal, dynastie des Hachémites, qui se bat contre les Turcs. Voilà, à croire que le prénom Faisal est un prénom héroïque. En tout cas, on rend hommage à ce veilleur de nuit extrêmement courageux, qui n'a pas hésité à mettre sa vie en risque, parce que le coup de machette aurait pu être fatal, et qui a protégé les adolescentes qui étaient dans ce foyer. Voilà, donc bravo, félicitations. J'espère qu'il aura, je ne sais pas à moi de le décider, mais enfin il mérite une récompense de la part des pouvoirs publics. Un sujet... on n'a pas entendu. Est-ce que tu peux le remettre, Julien? Parce qu'en vrai, c'est très drôle. Bon, c'était Burger King. Bon, bref. Un sujet qui vous tient à cœur, Perico, et qui vous préoccupe, c'est celui de la malbouffe qui gagne du terrain. Alors, c'est pas ça, c'est qu'il y a un phénomène qui défraye la chronique aujourd'hui, et les médias s'en saisissent. Il y a les fast-food du peuple. Le concept du fast-food du peuple. Alors c'est quoi? Ce sont des fast-food, donc ce sont des repas, des menus formatés à des prix très modiques, avec 9,99 €, donc la symbolique au-dessous de 10 €. Et on dit voilà, le fast-food n'est pas forcément ces grandes enseignes multinationales qui font des milliards de bénéfices sur notre dos, ce qui peut être vrai par ailleurs. On va les citer, McDo, King, Burger King. Non, nous on est un peu comme les Robins des Bois. On est le fast-food du peuple. On donne à manger à des foyers, à des revenus très modestes, avec des produits pas chers. Alors, qui dit pas cher, déjà dit au détriment de la qualité. Et j'ai décrypté, puisque je me suis fait servir un de ces menus à moins de 10 €. Vous avez de la chance. Et oui, alors j'ai vu ce qu'il y avait. Alors il y avait des espèces de nuggets, des pâtes. Évidemment, on n'a pas la provenance de tout ça, et pourtant on a la provenance, parce que je me suis renseigné. En fait, vous savez, ce fameux poulet ukrainien qui est produit dans des élevages de poulets en Ukraine, alors des élevages de 1 à 2 millions de volatiles par élevage, qui appartient à un oligarque, je crois que c'est monsieur Koziuk, un oligarque dont le siège social est à Chypre. Et lorsque l'Union européenne a dédouané, exempté de droits de douane ce poulet ukrainien industriel, symbole de malbouffe, pour aider l'économie ukrainienne dans sa guerre face à l'agression de la Russie, eh bien cet argent, ces fonds qui sont engendrés par cette exonération de douane ne va pas au peuple ukrainien, il va dans les caisses de ce monsieur, de cet oligarque ukrainien, dont le compte est à Chypre. Pour autant, ce poulet, il est importé en Europe. Mais alors, petite astuce, petit stratagème qui aggrave le scandale de cette affaire des fast-food du peuple, eh bien, ce poulet est importé par la Pologne. La Pologne a beaucoup d'entreprises de volailles, transformation de volailles, souvent d'ailleurs financées par des industries, des sociétés agroalimentaires françaises. Donc, on importe le poulet ukrainien, la malbouffe de la volaille ukrainienne en Pologne. Et comme la législation européenne permet de labelliser un produit avec le label Europe pour plus qu'il ait subi une transformation, ça peut être un conditionnement, une cuisson, le fait de saler, eh bien il arrive sur le marché européen, sur le marché français, avec l'estampille Europe, Pologne. Voilà, et en fait c'est du poulet ukrainien. Et évidemment, à 2 € le kilo, vous imaginez les qualités, la quantité que ça suppose, 2 € le kilo, et les conditions de production, eh bien c'est avec ça qu'on fait les fast-food du peuple. Donc on arrête de se foutre de notre gueule, les fast-food du peuple, c'est l'invention du populisme alimentaire dans ce qu'il peut avoir de plus aberrant.
gens. Et en tout cas, voilà, c'est dégueulasse de s'en prendre toujours aux pauvres gens à qui on dit vous pouvez bouffer de la merde, mais quand vous n'avez pas d'argent, eh ben, vous devez vous en contenter. C'est totalement immoral et c'est scandaleux. Donc des rafales contre des nuggets, si je comprends bien. Alors finalement. ça peut être, bien sûr, non, parce que c'est pas qu'un hamburger, c'est toute une forme d'alimentation. Bah oui, voilà. Mais c'est quand même de la malbouffe dans ce qu'il y a de pire, et on explique aux pauvres gens, voyez, on s'occupe de vous, on vous donne à manger de la merde. Eh ben, je trouve ça dégueulasse. Burger. Oui, Perico, je vous attends. Oui, vous allez nous parler, je vous disais tout à l'heure de littérature. En sommaire. Voilà, est-ce qu'on peut s'évader par la littérature? Vous allez nous parler du Goncourt des détenus. Ça, c'est le prix Goncourt dans les prisons. Et oui, je vais vous parler de Jean-Paul, qui est en prison depuis 23 ans, mais qui fait aussi partie d'un jury de 600 détenus répartis dans 45 prisons françaises. Jean-Paul vit dans une petite cellule avec un minimum vital, allant d'une plaque chauffante à une pile de livres. Oui, parce que le jury dont il fait partie, c'est le jury du Goncourt des détenus. Alors vraiment avec un prix à la clé? Oui, avec un prix annuel à la clé. Cette année avait lieu la 3e édition du Goncourt des détenus. La lecture étant, comme vous le savez, une forme d'évasion, vous le disiez tout à l'heure. Mais les prisonniers ne se contentent pas de lire et de voter. Ils débattent, ils échangent, ils font part de leurs émotions. C'est aussi une façon de garder un pied dans la cité, d'une certaine manière. Et j'entends bien sûr ceux qui diront que la voix des prisonniers ne compte pas, qu'ils ne méritent que de croupir derrière les barreaux. Chacun son avis. Moi, je préfère savoir que des détenus lisent et pleurent en feuilletant les pages d'une histoire d'amour plutôt que d'apprendre qu'ils regardent des vidéos de Daesh et qu'ils se radicalisent au contact de leurs voisins de cellule. Et je vous invite à regarder le joli documentaire de Myrtille Serre et de Jérémy Frey sur francetv.fr, le Goncourt des détenus. C'est là que j'ai découvert Jean-Paul. Et vous allez voir, ça casse totalement le mythe des bourrins, des racailles et des terroristes. Et puis ça donnera peut-être des idées à la direction des services pénitentiaires de Rennes. Parfois, il vaut mieux faire entrer la culture dans les prisons, ça évite les échappées belles. Au Planétorium, je rappelle qu'un détenu s'est évadé vendredi dernier au cours d'une sortie collective. Et je crois qu'il n'a toujours pas été retrouvé. Vous soulevez la mot de tout l'enjeu de la réinsertion. Comment œuvrer pour réinsérer des policiers qui ont droit à la réinsertion des policiers, des prisonniers qui ont droit à la... Quelquefois, il faut aussi réinsérer des policiers qui font des bêtises. La culture, bien sûr, la pédagogie, bien sûr. Georges Bernard Shaw disait le meilleur moyen de s'évader des 4 murs de sa cellule, c'est de faire de l'humour. Là, c'est de faire de la littérature. Donc, il y a bien des moyens, de venir, en aide aux détenus qui veulent justement faire un mea culpa et se réinsérer dans la société. La littérature en est. On sait bien que la lecture est toujours porteuse de bonheur. Et là, on a la preuve que lorsque ces mesures, ces initiatives sont bien menées, qu'il y a de la pédagogie, eh bien, il y a des détenus qui s'en sortent et qui vont redevenir des citoyens tout à fait conformes à ce que les lois de la République attendent d'eux. Voilà. Alors, c'est pas tout, Maud. Chez Leroy Merlin, la société Leroy Merlin, si pratique pour les bricoleurs. Moi, j'y vais très souvent. Et Ils sont dans une tourmente. Ils sont dans une tourmente, ils se sont fait torpiller sur les réseaux sociaux en début de semaine pour une publicité apparue sur le site du média Frontières. Résultat, l'entreprise s'est désolidarisée et ça n'a pas plu à tout le monde. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, le problème est parti d'un signalement des Sleeping Giants. Vous voyez peut-être ce que c'est. C'est un collectif citoyen né aux États-Unis. C'est un collectif citoyen qui est né après la victoire de Trump en 2016 aux États-Unis. Et il y a une branche française naturellement. Et il vise à lutter contre le financement des idées radicales, de la haine, etc. Et donc, ces Sleeping Giants ont aperçu une publicité de Leroy Merlin sur le site du média Frontières. On dénonçait ça sur les réseaux sociaux. Leroy Merlin a fait son mea culpa, présenté ses excuses. Nous bloquons le site Frontières et donc la publicité n'apparaîtra plus et les revenus n'iront plus à Frontières. Les revenus publicitaires. Elle disait quoi la pub? Elle faisait appel. Ah non, c'était juste une pub Leroy Merlin sur le site de Frontières. Sauf que Frontières, médias d'extrême droite, la haine, tout ça, les nazis, etc. C'est le choix du média qui choquait cet organisme américain. C'est le fait que Leroy Merlin ait accepté de mettre sa pub sur le site de Frontières qui a choqué Sleeping Giants et qui donc a choqué une partie des utilisateurs, des internautes. Et donc, il y a une fronde en face de boycott, en fait un appel au boycott de Leroy Merlin qui dit voilà. Mais Frontières, on a le droit d'aimer, de pas aimer, on peut rentrer dans la controverse, on peut les dénoncer. C'est un site qui est autorisé, il n'est pas dans l'illégalité, c'est pas clandestin. Non, c'est pas. Non. Bon, et maintenant, c'est depuis les États-Unis, ils vont nous dicter notre comportement par rapport au droit ou pas de faire des pubs. Ça vient des États-Unis, ça fait partie du wokisme, comme on dit, d'une certaine manière. Enfin, ça dépend comment on se situe, mais. Donc, ça veut dire que demain, si quelques excités des États-Unis décident que il y a Sud Radio des pubs qui leur conviennent pas, ils vont nous demander de virer la pub. Mais ça s'appelle l'Union soviétique ou la Chine populaire. Enfin, on est quand même terrifiés. Non, le plus grave, c'est pas ça. C'est que Leroy Merlin, au lieu de dire ils se sont excusés, ils se sont couchés. Non, mais vous vous rendez compte, on en arrive à là, évidemment. Le fait que Leroy Merlin se soit couché fait que d'autres organismes comme ça, moralisateurs. C'est pas la première fois, Valeurs Actuelles, Boulevard Voltaire. Mais c'est de l'inquisition.
Je vais pas faire mon Pascal Pro, mais c'est de l'inquisition. Calmez-vous, Perico. Non, mais vraiment, en plus, j'adore le roi Merlin. Vous voyez, je ne sais pas ce que je deviendrai sans le roi Merlin. Vous ne boycotterez pas le roi Merlin, alors? J'ai pas une tête de bricoleur, d'accord, mais grâce à eux, j'ai pu faire chez moi des travaux assez importants et de savoir qu'ils ont tiré la pub à Frontières, pour lequel j'ai pas de sympathie particulière du tout, voilà. Et surtout que ça nous vienne d'un organisme... comment il s'appelle l'organisme américain, vous me dites? Sleeping Giants. Sleeping Giant, mais qu'il aille se coucher, mais qu'il aille faire dodo, celui-là, mais on n'en a pas besoin. Bon, voilà. Écoutez, j'en ai ma claque, là, pour aujourd'hui. Allez, ça va aller. Allez, on continue. On va parler de gens on va parler de gens utiles qui sont les policiers municipaux et surtout à Corbeil-Essonnes. C'est magnifique, Corbeil-Essonnes, voilà. Et on reçoit Augustin Dumas qui va nous parler de ça. Dans un instant, n'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300, à tout de suite. Oui, parce qu'on a retrouvé notre vrai numéro de téléphone. Midi 14h. Sud Radio, la France dans tous ses états. Management toxique, locaux insalubres, matériel manquant. Les policiers municipaux de Corbeil-Essonnes ne vont pas bien. Le syndicat Alliance Police appelle à la grève et à la mobilisation aujourd'hui devant la mairie pour faire entendre la voix de leurs collègues. On fait un point sur la situation avec le référent national Alliance Police municipale, Augustin Dumas. Bonjour. Bonjour. Bonjour Augustin Dumas. Donc j'apprends déjà que les syndicats nationaux de policiers peuvent avoir un département police municipale. Vous dites que Alliance est le seul à l'avoir aujourd'hui. Il y a d'autres syndicats qui avaient initié effectivement les choses et qui ont. Nous, chez Alliance, on a décidé de porter ça très directement puisqu'on a aussi des référents nationaux. On s'intègre dans le bureau national de Alliance, on est en lien direct avec eux constamment. D'ailleurs, tout à l'heure à Corbeil-Essonnes, il y aura des policiers nationaux qui viendront soutenir les policiers municipaux. Et c'est là le sens de notre engagement, c'est de pouvoir faire le lien, assurer ce qu'on appelle plus communément le continuum de sécurité. On est avec eux au quotidien, on travaille main dans la main. C'est normal que quand il faille défendre les collègues, on soit aussi main dans la main. Donc un acte de solidarité qui prouve qu'il y a justement une conscience commune entre les policiers nationaux qui sont des fonctionnaires d'État et les fonctionnaires municipaux qui sont des fonctionnaires territoriaux avec un statut un peu différent. Maud m'a montré hier sur son téléphone les images du commissariat municipal, on dit le bureau de police ou commissariat municipal de Corbeil, mais j'ai cru que c'était un film de science-fiction, c'est terrifiant. Alors tout à fait, on a été saisi pour différentes problématiques. Parmi ces problématiques, vous aviez la problématique des locaux. On a des locaux qui sont vieillissants. On peut l'entendre, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communes où on a été amené à créer sa police municipale il y a longtemps et on a des locaux qui sont amenés à vieillir. Par contre, il faut les entretenir, il faut permettre aux agents d'avoir des conditions de travail qui sont décentes, des conditions de travail qui sont adaptées. Le policier municipal, il est au contact de la population. On parle beaucoup de métiers en tension, c'en est un, parce qu'ils sont victimes d'incivilité, ils peuvent être victimes de violences et on a besoin de leur offrir un cadre de travail qui soit propice au bien-être. Et là, en l'occurrence, comme vous avez pu le voir, c'est pas le cas. Les policiers municipaux, je disais tout à l'heure, c'est pas le même statut. Ils ont la même fonction, c'est des policiers à part entière dans le cadre d'un territoire défini qui est celui de la commune. Ils n'ont pas non plus juridiquement les mêmes moyens, j'allais dire, et les mêmes pouvoirs que les policiers nationaux, ceux de la Sûreté nationale. Alors tout à fait, on parle beaucoup en ce moment des prérogatives des policiers municipaux qui sont amenés à évoluer. Les policiers municipaux n'ont pas ce travail d'investigation. C'est vrai que là-dessus, on passe le relais, que ce soit sur les secteurs à la gendarmerie ou à la police nationale. C'est pour ça qu'on a besoin d'avoir un lien direct avec eux. Quelle est leur fonction? C'est limité. Bon, on va dire la circulation, l'ordre public au premier stade dans une commune. Il y a le statut de ASVP, c'est quoi? Auxiliaire? Alors c'est agents de surveillance de la voie publique, effectivement, qui sont souvent rattachés aux polices municipales. Ce sont les agents qui gèrent généralement le stationnement. Bon, ils ont le droit de mettre des procès-verbaux sur des voitures qui sont mal stationnées. Tout à fait. Ensuite, il y a le statut de garde champêtre qui existe toujours, qui est une forme d'autorité municipale. Tout à fait. Pour autant, il y a des situations où ils s'interviennent en premier et ils peuvent pas aller jusqu'au bout de ce qu'ils voudraient parce qu'ils n'ont pas l'autorité légale suffisante pour intervenir. Ils sont obligés d'attendre la police nationale. Alors, et ça se lisse, c'est-à-dire que les policiers municipaux, ils appliquent les pouvoirs de police du maire. Donc, vous l'avez rappelé, il y a notamment le bon ordre, la sécurité, la tranquillité, la salubrité. Pour y arriver, donc, on a quand même pas mal d'outils à notre disposition. On essaye de les élargir avec des nouvelles prérogatives. Mais les policiers municipaux, ils sont à même d'intervenir. Ils sont souvent primo-intervenants, ce qui peut créer des situations sur lesquelles ils sont exposés au danger. En ce moment, on a quand même tout le débat autour de l'armement des policiers municipaux. On a des policiers municipaux qui ne savent pas au préalable ce sur quoi ils peuvent intervenir. Ils ont quand même un uniforme sur lequel il est marqué police.
police municipale, et sur lequel le citoyen lambda attend de eux qu'ils puissent les protéger. Et pour pouvoir les protéger, il faut d'abord pouvoir se protéger soi-même, et effectivement l'armement est important dans ce cadre-là. Pourtant, il porte un uniforme de policier, même s'il est distinct de celui du policier national. Il y a port d'armes ou pas port d'armes selon les communes, c'est ça ? C'est ça. En fait, la règle à l'heure actuelle, c'est le maire demande l'autorisation au préfet pour pouvoir armer sa police municipale. Il y a ensuite un cursus de formation. Nous, ce qu'on aimerait, c'est inverser la règle. C'est-à-dire, sur ce sujet, on aimerait que le maire doive justifier de ne pas armer sa police municipale. Parce qu'on a de plus en plus de secteurs sur lesquels nos collègues peuvent être exposés. Il y a aussi un autre sujet qu'on sera amené à traiter, c'est le volet social, sur lequel on a besoin d'avoir des évolutions. À l'heure actuelle, et c'est totalement dans le cadre de cette manifestation qui aura lieu à Corbeil-Essonnes, où justement on veut que les choses changent, on veut que les pouvoirs publics puissent se saisir de différents sujets. Sur le volet social, à l'heure actuelle, un policier municipal qui a exercé toute sa carrière, il part avec une retraite qui est dérisoire. Et ça, il faut vraiment changer. Alors, quels sont les moyens justement j'allais dire, d'intervenir auprès des pouvoirs publics, parce que on comprend, il y a l'autorité municipale, donc si la dotation de l'État à la commune baisse, évidemment, et j'ai connu des cas où on supprime un poste sur 2 ou un poste sur 3, c'est évidemment que c'est préjudiciable à l'ordre public, à la sécurité, et puis ensuite on explique à ces policiers municipaux qui n'ont pas de statut de fonctionnaire national, qu'on peut pas faire mieux et qu'on vivra avec les moyens du bord, et ça amène des situations qui sont inextricables, avec des policiers municipaux héroïques. On le voit souvent, vous savez, les documentaires, ce qu'on appelle cette télévision gyrophare, et on voit que c'est souvent eux qui sont en première ligne, confrontés à des situations terribles, les mêmes qu'auraient les flics, j'allais dire, de l'État, et pourtant ils n'ont pas les moyens et ils n'ont pas non plus, j'allais dire, la rétribution qui correspond à cette responsabilité. Tout à fait. On a vraiment besoin de faire évoluer ce volet social. Nous, en tout cas, nos adhérents, c'est vraiment ce qui nous remonte, c'est la priorité, c'est le volet social. Oui, j'ai une petite question, Augustin Dumas. Là, on parle de la mobilisation des policiers municipaux de Corbeil-Essonnes à cause de ces locaux insalubres, des faibles moyens. La mairie n'a pas répondu, je crois, à leurs attentes, à leurs appels. D'où cette mobilisation. Qu'est-ce qui s'est passé en fait ? Alors, les agents ont alerté à plusieurs reprises. Ils nous ont transmis un certain nombre de documents sur lesquels ils ont fait des alertes des fois par recommandé, ils en ont fait d'autres par mail, en disant qu'il y avait un problème à la fois de locaux, de moyens, et il y avait un problème de management. Il y a eu une inaction de la part effectivement des pouvoirs en place qui fait que les agents ne se sont pas sentis soutenus et ils se sont tournés vers le syndicat. D'accord. Quand on parle de la vétusté, de l'insalubrité des locaux de la police municipale, c'est assez rare d'entendre parler de ça, parce que d'habitude on parle beaucoup de la gendarmerie qui connaît une crise aussi, pareil, à la fois sur les vêtements, sur les locaux, sur l'armement, etc. Là on parle des policiers municipaux qui sont assez peu écoutés finalement. Alors vous êtes là pour en parler, mais comment ça se fait qu'on ait cette espèce de... je ne saurais pas comment définir ça, c'est pas un rejet, mais je veux dire on parle moins bien des policiers municipaux. Alors il faut savoir que c'est pas dans la culture des policiers municipaux de faire grève. D'ailleurs, on a une grève qui est lancée, vous l'avez vu, c'est de l'ordre de l'exceptionnel. On a des policiers municipaux qui ont aussi très peur. Moi, il y en a beaucoup qui ce matin m'ont appelé en me disant, voilà, j'avais prévu de faire grève, mais je ne ferai pas grève parce que j'ai peur des conséquences. Il peut y avoir des sanctions administratives, vous voulez dire. Alors, il pourrait y avoir effectivement des suites, ils ont peur des sanctions, ils ont conscience qu'il y a une rupture de dialogue qui s'est installée, et nous, en tout cas, les retours qu'on a eu ce matin, c'est... On aura bien évidemment des policiers qui croient en l'action qui est menée, qui seront présents. Il y en a d'autres qui les soutiennent, mais qui ne viendront pas les soutenir très directement parce qu'ils ont vraiment cette crainte. Autre aspect très douloureux, j'allais dire les contrevenants, les malfaiteurs, les voyous, ceux qui respectent la loi, savent que les policiers municipaux ne sont pas dotés du même pouvoir que les policiers nationaux. Et on voit souvent dans les confrontations des gens qui leur disent « mais voilà, ta gueule, j'ai pas peur de toi ». Donc un irrespect total et un manque de crainte qui fait que ces policiers municipaux sont soumis à un irrespect et à des agressions qui sont insupportables. Alors, c'est de moins en moins vrai sur certains secteurs parce qu'on a quand même une hausse des capacités des polices municipales. D'ailleurs, on l'a bien vu. On a des maires qui assument politiquement de doter leur police municipale de l'ensemble des moyens, qui mettent vraiment, comme on peut le dire, le paquet sur leur police municipale. Et on a des polices municipales sur certains territoires qui ont vraiment une forme d'autorité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la police municipale, c'est la police de proximité. Mais oui, la police de proximité, c'est la première qu'on rencontre. C'est la première qu'on rencontre, c'est celle qu'on vient voir quand on a un problème, parce que c'est souvent celle qui est le plus proche. Et c'est pour ça qu'il
faut avoir des locaux qui permettent d'accueillir ce public qui va être en demande. Et nos policiers municipaux, ils savent instaurer ce respect. Quand vous avez un dialogue, quel que soit le type de délinquance sur lequel vous intervenez, qui va être défini par le maire, c'est-à-dire que le maire peut décider de vos missions. Une fois qu'on a ce cadre-là, vous allez être au contact de la population, vous avez ce contact direct, vous avez ce dialogue qui s'instaure, et c'est bien souvent les polices municipales qui sont les primo-intervenantes, c'est bien souvent les polices municipales qui sont au contact direct de la population et qui ramènent du renseignement. Alors, est-ce qu'une injure, une insulte, voire un coup à un policier municipal, on paye le même prix que si on frappe, on agresse un policier national? Alors, les deux sont personnes dépositaires de l'autorité publique, c'est-à-dire qu'il y a le même statut, ils sont protégés de la même façon. Et consécutivement, vous voulez dire qu'on peut rétablir un respect du policier municipal en faisant bien comprendre à vos agresseurs qu'ils vont payer le même prix. Est-ce que le message est bien passé? Alors, on a besoin d'avoir du respect pour nos policiers municipaux. On l'a dit, il n'y a pas eu d'évolution sur le volet social et c'est très important qu'il y ait des évolutions là-dessus. On a également besoin de conserver ce respect. Ça passe aussi par des réponses. La réponse, elle peut être une réponse pénale quand on a une agression, quand on a des violences, une agression qu'elle soit verbale ou physique, mais c'est souvent des agressions très violentes, comme on a eu dernièrement certains territoires. Tout à fait. On a eu dernièrement à Nantes 3 policiers qui ont été pris à partie, qui ont été identifiés comme étant policiers municipaux. Typiquement, il faut que la réponse soit à la hauteur. Ou la victime en 2015 de Koulibaly, je ne me souviens plus du prénom de cette policière municipale. Tout à fait. Du coup, on avait effectivement une collègue qui est tombée. Et c'était Clarissa Jean-Philippe. Et c'est toujours très compliqué dans ces moments-là. Et c'est dans ces moments-là où il faut que nos pouvoirs publics viennent en appui et qui nous permettent d'être protégés. Augustin Dumas, je rappelle que vous êtes référent national Alliance Police Municipale. Quelle est la raison pour laquelle aujourd'hui certaines municipalités et certaines préfectures s'opposent à l'armement de la police municipale? C'est une question de formation, une question de moyens, une question de politique pure? Alors, il faut savoir que le policier municipal, il est quand même très très encadré, très contrôlé. On a plus déjà que la police nationale? Oui, puisqu'on a un double agrément. Nous, on est agréé à la fois par le préfet, à la fois par le procureur. À côté de ça, on est assermenté. À côté de ça, on a une formation préalable à l'armement sur lequel on tire plus de cartouches que ne le ferait un fonctionnaire d'État. Ouais. On a également des policiers qui sont contrôlés au quotidien puisqu'on a nos propres moniteurs qui sont formés par la police nationale ou par la gendarmerie. On a des séances de tir qui sont plus régulières puisqu'il y a des maires qui choisissent effectivement d'avoir des séances de tir par exemple tous les mois où les policiers municipaux, le maire a bien compris de toute façon que c'était sa responsabilité qui était engagée et les maires qui veulent avoir une police municipale efficace, ils encadrent, ils contrôlent, ils mettent à la tête des services des personnes qui sont issues du corps de la police municipale et c'est un des points qui est soulevé par Corbeil qui disent voilà, nous on a un directeur qui est contractuel qui ne devrait pas être en autorité de la police municipale et c'est le cas. Merci Augustin Dumas, votre message est reçu, on espère que la commune de Corbeil va faire le nécessaire. Alors je vous l'annonce, ça se passe en ce moment sur les réseaux sociaux de Sud Radio, on vous fait gagner le calendrier de l'Avent du fromage du meilleur ouvrier de France édition 2025, 24 fromages surprises fermiers ou artisanaux à déguster chaque jour à Noël. Pour tenter de le gagner, rendez-vous sur le compte Facebook, le compte X ou l'Instagram de Sud Radio et bon appétit. Dans un instant, Franz-Olivier Gisbert sera notre invité jusqu'à 14h. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. On parlera de la France d'avant, de la France de maintenant, de la France de demain. À tout de suite sur Sud Radio. 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Le face-à-face. Bonjour Franz-Olivier Gisbert. Bonjour. Vous n'imaginez pas mon plaisir à vous recevoir. On se connaît depuis longtemps, on va dire la vérité. Et nous nous sommes rapprochés par un homme que nous avons beaucoup aimé, qui est Jean-François Kahn. Absolument. Qui pour vous a été un complice, un ami. Un maître par moment. Alors si vous dites parce que pour moi il était de fait un père spirituel. Voilà, Jean-François Kahn était pour moi ce que Julien Green était pour vous. Alors c'était mon grand frère. Je compare pas les styles. Hein. Voilà, je ne suis que Perico Légas avec Jean-François Kahn, vous êtes Franz-Olivier Gisbert avec Julien Green, et vous avez commis parmi vos nombreux ouvrages, vous aimez écrire, ça se voit et vous écrivez bien. Je vais d'abord commencer par vous flatter, parce que vous le méritez. Je vais pas vous flatter, non, je vais pas, après cogner, il n'y a pas de problème. Je connais, voilà. C'est le jeu. Vous flattez parce que Voyage dans la France d'avant, édité chez Gallimard sous votre signature, est l'une des plus belles anthologies
du génie français que j'ai jamais lu, j'ai pas tout lu. Voilà. Votre usage de la langue est académique. Oui, après, je pense que les coups ne porteront plus. Ne vous inquiétez pas. Voilà, laissez-moi finir ma flatterie. Donc, votre usage de la langue est académique et vous auriez fait un excellent académicien. Je sais que vous ne tenterez plus, mais vous avez tenté d'y être. L'esprit de vos propos n'a rien à envier à l'élite de notre littérature. Vous avez des tournures de phrases et un style d'écriture. Ah ben, je travaille. Hein. Voilà. Ça, je crois qu'on ne voit pas ça. Écrire bien. Tout le monde peut écrire bien. Je sais. C'est juste beaucoup de travail. Non, mais vous vous levez à 4h du matin pour écrire. Oui, je travaille. Vous avez une capacité. Je réécris. Vous dirigiez des journaux tels que l'Obs ou le Figaro et vous trouviez le temps. Vous disiez, mais c'est pas possible, comment il fait? Il a une énergie de Normand. On va parler de votre enfance à Elbeuf, qui sont des chapitres absolument à la fois délicieux et succulents. Pour donner l'image que j'ai eue de votre voyage dans la France d'avant, qui est un document politique historique, qui est à la fois une plaidoirie et un réquisitoire terrible contre ce que la France est en train de devenir. Je cite, pour prendre des métaphores par rapport à des grands ouvrages de notre littérature, entre les confessions alors de Fogg, que c'est pas les confessions de Rousseau, et puis vous faites une retranscription transposée aux mots et aux dégâts de notre époque, genre l'étrange défaite de Marc Bloch, c'est un petit peu l'étrange défaite de la France à travers vous. Voilà comment j'ai vu cet ouvrage magistral. Moi, j'en suis sorti bouleversé. Alors, je l'ai lu il y a un certain temps, parce que d'abord, j'ai l'impression que vous... Sur les aspects alimentaires, j'ai l'impression de me relire. Je dis pas du tout que vous m'avez copié, mais ça veut dire qu'on avait les mêmes lectures, qu'on a les mêmes valeurs. Là-dessus, c'est du patrimoine, là-dessus on sera d'accord. Par contre, alors c'est là où je vais être un peu moins flatteur. On se connaît depuis longtemps, je vous suis, vos débats, j'ai lu vos éditos dans le Nouvel Obs, dans le Figaro, dans Le Point. J'ai envie de vous dire que les coupables de cette trahison, de cet abandon de la France, les auteurs de ces reniements, les complices de ces trahisons, vous les connaissez, vous les avez souvent côtoyés, peut-être servis, parfois aimés. Vous teniez un peu, je vous accuse, vous teniez les manteaux au moment de la lapidation de Saint-Étienne. Saint-Étienne, voyez, Saint-Paul tenait les manteaux. Et puis bon, aujourd'hui, tel que je vois ce que vous écrivez, j'ai envie de vous dire, non pas que ce serait injurieux de vous être un résistant à la 25e heure, mais pour avoir écrit la moitié de ce que vous dites de prodigieux et de génial dans votre bouquin, vous auriez été très sévère avec vous il y a 10 ou 15 ans. Alors vous allez me dire, c'est pas vrai, que je vous ai mal lu. Non. Je suis formel sur ce que je dis. Il y a des idées que vous avez dans ce bouquin, que vous avez souvent dénoncées. Je suis formel parce que, vous voyez, je sais ce que vous voulez dire, parce que j'ai toujours été européen. Je suis toujours européen. Ça, je ne remets pas en cause. Je suis européen. Et alors, c'est vrai que mon européisme, pour parler comme les anti-européens, il était un peu gaulien, parce que c'est vrai que je suis né dans une famille d'anti-gaullistes, mais vraiment enragés. Ils pensaient que c'était un dictateur. Un papa, c'était, ils étaient de gauche. Vous êtes aux États-Unis. Vous grandissez à Elbeuf, au cœur du terroir normand. Voilà, on lisait Le Canard enchaîné. Bien sûr. Donc plutôt de gauche, on va dire. Voilà. Oui, très à gauche. Enfin, mon père était à gauche, ma mère était à gauche. Ma mère, gauche plutôt modérée, rocardienne d'ailleurs, elle était très militante rocardienne. Donc, très bobo, si je peux me permettre ainsi. Non, pas du tout, parce qu'on vivait à la ferme, il n'y avait pas de rond. Ma mère était prof de philo, elle courait partout, elle avait plein d'activités, et suractive, féministe par-dessus le marché. Et mon père était dessinateur industriel, mais surtout aussi artiste peintre. Il a fini d'ailleurs, il était artiste peintre seulement. Et on peut pas dire qu'il y a beaucoup de fric qui rentrait dans la maison, quoi. Ils avaient acheté une petite ferme pour nous élever à la ferme. C'est dans ce sens-là, ils étaient bobos bio avant l'heure. Je disais, parce que je voulais dire. Ils avaient voulu, en 1960, ils achètent une ferme pour élever les enfants. C'était 30 ans avant le boboïsme. Quoi. Et donc, on vivait au milieu des animaux, il y avait la vache, il y avait les poulets, les daims, enfin, des canards dindes, enfin, des tas de bestioles. Et puis les travaux des champs aussi, parce que tout ça, évidemment, ça s'entretient. On voit en Normandie, ça pousse extrêmement rapidement. Donc, j'ai toujours été européen, et je reste toujours européen. Mais l'Europe des nations, pas l'Europe jacobine idiote ou ça. Et donc, je crois qu'il y a peut-être eu un malentendu là-dessus. Ce qui est vrai, c'est qu'il y a eu, j'ai mené des polémiques contre ceux qu'on appelait à l'époque les souverainistes, qui étaient anti-européens et qui voulaient sortir de l'Europe. J'ai toujours battu contre ça. Moi, je pense qu'il y a deux ennemis pour l'Europe. Mais vous faites du souverainisme. C'est la Commission de Bruxelles. Il y a du souverainisme dans votre bouquin, vous l'appelez pas comme ça. Bien sûr, parce que je pense qu'il en faut aussi, bien entendu. Mais par exemple, tout ce baratin qu'on a fait sur on a perdu la souveraineté européenne.
la souveraineté économique. Je fais partie des millions de Français qui se battront jusqu'au dernier sang contre les hygiénistes américanisés ou frappés de bruxellose, maladie propagée par la bureaucratie de la Commission européenne, longtemps ennemie des fromages coulants au lait cru qui pue la mort, les meilleurs des 1200 variétés au moins que compte notre pays, loin devant les chiffres du général de Gaulle qui une fois parla de 258, une autre de 365, ce qui expliquait déjà selon lui que la France fut ingouvernable. Oui, c'est vrai, c'était ça. Mais si vous voulez, je ne sais plus en quelle année c'était cette idée idiote d'en finir avec les fromages au lait cru, qui est venue 2007-2008 à la Commission de Bruxelles, peut-être via l'Allemagne, mais on s'est battu comme ça. Et on a gagné. Non, mais attendez, je menais une campagne absolument enragée. J'étais à l'époque. J'étais devant vous. J'étais au Figaro. Ah non, mais le Figaro, on y allait tous les jours. Et puis on cognait très fort. Donc j'ai pas l'impression. Malgré que les laitiers soient annonceurs. J'ai changé sur des tas de points. Mais je veux dire, c'est pas une sorte de basculement, vous voyez. Mais si on peut, moi je suis tout à fait prêt à reconnaître, je me suis trompé sur des tas de sujets. J'ai par exemple pensé que l'intégration c'était beaucoup plus facile et qu'elle allait de soi, par exemple. Et voilà, ça c'est une forme de naïveté. Je peux faire des mea culpa tant que vous voulez. D'ailleurs, je l'ai fait dans le livre. Mais vous en faites. J'en fais dans le livre. Je vous dis que c'est des confessions. Ce qui est vrai, c'est que vous dites, j'ai rejoint le camp de mes ennemis, mais non, ça n'a jamais été mes ennemis, simplement. Je vous ai entendu parler souvent à des gens qui étaient souverainistes, respectables, qui étaient de bons républicains. Parce que c'est ma façon d'être. Moi, je suis provocant. En les traitant de fachos, parce que je suis provocant, parce que c'est comme ça. Mais j'adore faire ça. C'est ma marque de fabrique. Mais attendez, c'est pas à vous la faire. C'est que de toute façon, je suis comme ça et parfois il m'arrive d'exagérer. J'aime bien les débats, mais ça, j'ai appris ça aussi de Jean-François Kahn, parce que votre maître Jean-François Kahn, qui était surtout mon grand frère d'ailleurs, franchement, il y allait parfois. Il était très violent. Non, mais justement, je refuse le mot de revirement parce que j'ai commis des revirements sur plein de sujets. Mais globalement, par exemple, par rapport au souverainisme, non, je suis toujours contre l'idée, des souverainistes, l'idée de quitter l'Europe, le Frexit, etc. Mais non, parce que qu'est-ce que serait la France aujourd'hui sans l'Europe, vu la façon dont elle a été gérée depuis 20 ans. Heureusement qu'il y a l'Europe. Après Bruxelles, je ne suis pas les directives de Bruxelles. Ce sont des gens, qui veulent diriger notre pays sans mandat. Et ça, je suis le premier. D'ailleurs, j'adorais à l'époque, j'étais pourtant jeune, mais j'adorais les engueulades de Gaulle avec les membres de la Commission de Bruxelles, à commencer par son grand ennemi Hallstein. Tous les eurosceptiques ne sont pas des europhobes. Je vais vous dire comme Mitterrand et Giscard, vous n'avez pas le monopole de l'Europe, mon cher François-Olivier Gisbert. Je cite un édito du 22 mai 2014 dans Le Point, sous votre signature. L'Europe est dirigée en dépit du bon sens par des technocrates arrogants ou incapables. C'est ce qu'affirment les europhobes sans discontinuer. On ne leur donnera pas tort. Elle a en effet, l'Europe avance en effet la jeunette, comme un canard sans tête. On ajoutera cependant que ce sont ces mêmes europhobes qui, en appelant avec succès les Français à voter non lors du référendum de 2005 sur le traité constitutionnel européen, ont empêché notre vieux monde de prendre son destin en main et le contrôle de Bruxelles, les farceurs. Mais vous plaisantez quand vous dites ça. Mais je plaisante pas du tout. C'est-à-dire que dans la Constitution, il y a... Le discours de Séguin à l'Assemblée. Vous le souscrivez aujourd'hui, le discours de Séguin à l'Assemblée de 92. Là, vous mélangez un peu tout, parce que le grand combat de Séguin, si vous vous souvenez bien, c'était plus sur la monnaie unique, sur l'euro. Là, c'est différent, c'est sur la Constitution. Et la Constitution, elle donnait... les arguments sont les mêmes. Non, elle donnait... On dépossède des peuples de leur souveraineté. Non, justement, elle redonnait la souveraineté au peuple, c'est-à-dire que les peuples votaient. Et c'était ça qui était bien dans la Constitution. Les peuples... On l'a pas compris comme ça, c'était écrit. Fabius non plus l'a pas compris. Enfin, Fabius, c'est un zozo, attendez, excusez-moi. Non, mais c'est un personnage ridicule. C'est le Fabius de l'époque. C'est une sorte de Fabius raté, vous voyez. Aucune conviction, zéro conviction, on dit n'importe quoi. Bon, ça lui a pas réussi. Il n'a pas été président. Macron a réussi, lui. Bon, venons-en à notre histoire de France, parce que vous la revisitez. Alors, votre livre, il mériterait un feuilleton radiophonique de, 3 ou 4 mois, et on se régalerait, parce que bon, je vais en aborder qu'une partie. Et Francis Blanche, c'était bien, vous vous souvenez. Votre façon d'aimer la France. Vous vous souvenez? Oui, bien sûr, vous l'avez compris.
raconter, bien sûr, de l'humour. Mais c'est quasiment vieillot. Moi, je me suis marré en voyant cet épisode qui est formidable. Il y a des gens à qui ça ne dirait rien. On va en parler. Pourquoi? Parce que vous mettez quand même le doigt sur une forme de déculturation ou d'une acculturation française. Voilà. On y revient dans quelques moments. On par l'américanisation et par l'islamisation. Les deux, c'est-à-dire on se précipite vers d'autres cultures comme si la nôtre était de la merde. On fait une petite pause. Il faut se battre pour la culture française. Oui. Et apprécier les autres. Attention, moi je suis pas du tout. Vous allez nous dire ça dans quelques minutes. On boit un verre d'eau ou un verre de Chablis si on pouvait et on y revient. Vous restez bien avec nous, on est ensemble jusqu'à 14h avec Franz-Olivier Gisbert. N'hésitez pas à nous appeler 0826 300 300. À tout de suite. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous parlons du voyage dans la France d'avant de Franz-Olivier Gisbert, j'allais dire une anthologie du génie français, un recueil, un inventaire de toutes les bonnes raisons, mais pas que ça, toutes les gloires de la France. Vous les décrivez avec des mots qui sont bouleversants, tout y passe. La culture, l'art, la géographie, la langue, le patrimoine alimentaire et gastronomique. Les paysages. Mais les paysages, bien sûr. Vous expliquez que tout ça est lié. Oui, de Flaubert et Giono, s'il n'y a pas la Provence et la Normandie, c'est pas du Flaubert, et que Balzac, s'il n'y a pas la Touraine, c'est pas, et que tout est imbriqué. Et les fromages, s'il n'y a pas la Normandie. Voilà, mais bien sûr. Et donc, je ne crois pas que vous citiez à un moment donné l'expression âme française. Je ne crois pas l'avoir lu. Peut-être, parce qu'il doit y avoir peut-être un peu de. Âme française, dont Régis Debray dit, qui est votre copain, vous connaissez bien, Régis, voilà, qui est un vrai patriote de la gauche, qui était la gauche morale. Il dit l'âme française, c'est sa théorie, l'âme française s'est éteinte le 17 juin 1940, quand, dans son discours de défaite, le maréchal Pétain dit cette phrase très précise, c'est le cœur déchiré que je vous demande de cesser le combat. Et il dit là, il y a 20 siècles d'histoire qui s'éteignent. Vous dites une autre phrase similaire. Chirac meurt le 29 mai 2005 quand il perd ce référendum, qui est un tournant pour vous quand même, cette perte de référendum. Ça veut dire, on a discuté tout à l'heure, on n'est pas d'accord sur les conclusions. Vous êtes en train de dire ce pays se meurt, et vous faites l'inventaire de tout ce qui le rend glorieux, de tout ce qui le rend immortel. Là, on va parler d'intégration et d'assimilation, qui sont deux approches qui font que pendant des siècles, des gens venus de l'étranger sont devenus des Français exemplaires. Je ne vais pas vous parler d'Émile Zola ou de Eugène Ionesco, vous en connaissez plus que moi. Je pense ce livre avec Alberto Giacometti, que j'ai connu quand j'étais adolescent. Le héros du début, qui était un modèle, qui m'a appris des tas de choses. Personnage inouï. Mais lui, il n'était même pas français. Mais il était français. Mais pas besoin. Mais il était français. Il parlait français, il lisait français, il adorait la France, il vénérait Paris, il vénérait l'art français, le Louvre. Il n'y avait pas une salle du Louvre qu'il ne connaissait pas. Vous voyez, c'est ça. Vous avez des mots. Alors vous n'aimez pas Barès parce que c'est chiant Barès, mais vous avez des mots. C'est chiant, hein. Oui, mais vous avez des mots à la fois dans votre façon d'écrire les paysages. Inspiré, c'est quand même. On dirait quand on vous lit, il y a un peu de Peggy, il y a un peu de Barès, il y a du Paul Valéry dans votre façon d'écrire. On sent que vous êtes imprégné de littérature française. J'adore l'esprit de Peggy. Je dirais pas tellement la plume, mais surtout l'esprit inouï de Peggy, puis cette espèce de côté prophétique qu'il a. Alors le drame, c'est que lorsqu'on lit ce livre... Qu'il a d'ailleurs notamment quand il dégomme mes deux héros que sont Renan et Taine. Ernest Renan qui est fondamental. Quand il dit, les gars, c'est très bien ce que vous racontez sur le progrès, c'est très bien, mais n'oubliez pas le spirituel. Et vous regrettez à juste titre qu'on ne lise plus Roger Martin du Gard, qui était Oui, bien sûr. Julien Green reste quand même, pour vous, un dieu. Norman Mailer aussi, d'ailleurs. Bien sûr. Et c'est vrai que un Américain de première bourre, ouais. Quand on a lu Green et quand on relit Green, on n'est pas le même homme par rapport à l'approche de la France, les mots qu'il a pour définir ses paysages. C'est un Américain. C'est un Américain. Il est américano-français ou franco-américain. Comme quoi, c'est bien d'avoir un peu de sang étranger. Il aime la France comme personne. Mais avec le recul. Il a vécu toujours en France. La France était son pays. Alors, quand on a fini de lire ce voyage dans la France d'avant, je ne vais pas faire le raccourci que vous ne voulez pas faire du c'était mieux avant. C'est une phrase que vous détestez. Vous avez insulté tous les gens qui vous ont expliqué que c'était mieux avant. Toutes vos vies, vous avez insulté les gens. C'était mieux avant, franchement. Ouais, mais Franz, quand on a fini votre bouquin, c'est ça que vous êtes en train d'expliquer. C'était pire. Non, c'était mieux avant, c'était pire. Arrêtez, Franz, vous êtes en train d'expliquer que c'était mieux avant. Avec génie, talent, courage et précision. Ce que j'ai essayé de faire dans ce livre, c'est d'essayer de voir ce qui n'allait pas. Comment on en est arrivé là, et donc de remonter dans l'histoire pour trouver des réponses. Et c'est très simple. À la recherche notamment, par exemple, de la religion révolutionnaire qu'on a. On est le seul pays. Et le seul pays qui rêve toujours, qui pense que... qui oublie d'ailleurs que la révolution, comme disait Simone Veil, la philosophe, est un miracle qui dispense de régler les problèmes. On va y revenir. Vous n'êtes pas tendre avec le trotskisme
fascisme robespierrien. Non, mais oui, bien sûr. Alors, non, mais il n'y a pas. Finissez ce que vous avez dit. Non, mais je parle de l'histoire. Et si vous voulez, il y a quand même un certain nombre d'invariants. Alain Peyrefitte avait fait un très bon boulot il y a des années avec le mal français. Bon, simplement, moi, je rajoute beaucoup de choses. Je rajoute surtout le culte de la violence auquel on assiste tous les jours à l'Assemblée nationale quand on regarde de près les bancs de LFI. Et c'est ça le sujet. Et c'est très français, ça. Et ça revient régulièrement. Mais là, tout le monde rêve de la commune. Tout le monde. Une partie de la gauche française rêve de nous refaire 1793, c'est-à-dire la terreur qui a suivi la Révolution française. Les guerres de religion, c'est la pire guerre civile de l'histoire de l'humanité. Il y a eu ça. On en a eu. D'un même livre, d'un même texte, on en a eu, bien sûr. Là, Saint-Barthélemy, ça fait quand même beaucoup de morts. Moi, je dis qu'on s'en est parmi, qu'aujourd'hui, le clivage qu'il y a en France avec le dénigrement de l'autre vient de cette dans un même camp confessionnel, l'autre est un salaud, faut le tuer, alors que c'est l'évangile qu'il partage. Oui, c'était plus le cas, disons, il y a 50 ans. Quand j'étais jeune, je me souviens très bien, dans les familles ou dans les villages, on disait celui-là il est républicain, l'autre est monarchiste. Enfin, ça c'est vraiment fini, ça. Je pense qu'on est passé quand même dans un autre monde aujourd'hui. Et à l'Assemblée, il y avait sous la Troisième République, il y a eu quelquefois des coups, des hurlements, mais c'était très épisodique. Là, France, lorsqu'on lit votre ouvrage, qui est un inventaire absolument... J'appelle notre classe politique, alors certains l'ont lu, j'appelle nos élus, nos députés, nos sénateurs, nos maires, nos conseillers généraux et régionaux à le lire. Parce qu'à la lecture de ces livres, peut-être qu'il y aura un sursaut d'espoir que vous n'avez plus. Aiment la France. Oui, mais vous l'avez plus. Non, j'ai cet espoir, perdu, vous l'avez plus. Mais enfin, moi, je pense pas que la France est foutue, parce que je pense, parce que je suis un optimiste. Parce que je suis un optimiste. Ouais, d'accord. Parce que je suis un optimiste. Et j'espère toujours. Non, mais réquisitoire, mais c'est un champ d'amour. Ne laissez pas tomber tout ça. Parce que c'est ça aussi l'objet du livre. C'est pas ici qu'on va laisser tomber. Ce pays est magnifique. C'est pas sur cette mais ce parcelle qu'on va pays laisser est incroyable. Mais il faut se battre pour ce pays qui vive et qui survive avec ses traditions, sa culture. Oui, enfin, vous nous ses fromages pour vous faire plaisir. Mais je sais bien. Et la bataille sur moi aussi, j'aime bien. Mais la bataille sur les on l'a gagnée, on l'a gagnée ensemble. Vous voyez qu'on peut avoir des combats comme un an. Vous dites que deux éléments fondamentaux de la République et qui constituent la force de la République française, qui sont l'intégration ou l'assimilation, vous allez nous faire la nuance, aujourd'hui ne sont plus possibles, ne sont plus conformes au réel. Bien sûr. Comment vous arrivez à cette conclusion, je crois que c'était une énorme faillite. De l'Obs. Mais c'est vous une rendez compte si énorme vous avez écrit ça en édito en 75? Oui, mais enfin, à l'époque, je me disais des choses parfois qui pouvaient choquer sur ces sujets-là. Je dis pas que j'ai pas changé, parce que j'ai changé sur ces sujets-là. C'est-à-dire que je pensais que l'intégration allait de soi. Oui, mais c'est parce que le système français était génial. C'est-à-dire que d'abord, il n'y avait pas... Parce que d'abord, alors il ne faut pas taper sur l'éducation nationale. Je ne le ferai pas. La pauvre, c'est pas de sa faute, mais elle ne fonctionne plus. Ce n'est pas de sa faute. Mais pourquoi elle ne fonctionne plus? Parce que c'est un débordement d'immigration. L'immigration n'étant plus contrôlée déjà depuis des années, et moins encore d'ailleurs depuis ces dernières années, parce que c'est un délire quand vous regardez bien les chiffres. Je vous les rappelle quand même toujours. Ces chiffres-là, oui, mais c'est quand même... Comment voulez-vous, quand c'est pas contrôlé, comment voulez-vous que l'éducation puisse être faite avec des jeunes qui ne connaissent pas le français? Vous étiez patron de presse à la tête de l'Obs et du Figaro, et même du Point quand il y avait jamais
la France dans tous ses états. François-Olivier Gisbert, vous faites un tableau, est-ce que je peux dire apocalyptique, mais en tout cas très inquiétant de la situation de la France après Parce avoir qu'il faut en finir avec les dénis. Voilà, c'est tout. Alors, on a des gens avec des lunettes roses à la tête de l'État, dans la presse, dans les médias, il y en a plein. Ils ont tous des lunettes roses. Et moi, je dis, enlevez vos lunettes. Vous nous donnez plus que toutes les bonnes raisons de se battre et d'espérer, parce que là, l'inventaire que vous faites de la France ne donne qu'une envie, c'est de mourir pour elle. Ah oui. Vous êtes au-delà de Clémenceau, de Jaurès, de tout ce qu'on a pu imaginer, même que de De Gaulle. Vous symbolisez la tradition. Non, pas de Gaulle. Non, j'ai tellement d'admiration que je ne pourrais pas. Je vous parle de votre prose, la ferveur de votre bouquin et la synthèse de tout ce que vous avez lu. Ils sont tous rassemblés là, je les vois dans une cohorte, et ils vous demandent... Vous oubliez Jeanne d'Arc, parce que quand on cite De Gaulle, il faut toujours parler de Jeanne d'Arc. Et ils vous demandent, France, qu'as-tu fait de cette France que je t'avais laissée si glorieuse, comme disait Bonaparte aux membres de directoire avant de faire son coup d'État. Vous faites un tableau apocalyptique, vous expliquez que l'intégration ne peut plus marcher, ni l'assimilation, et qu'on va avoir... Alors, je vous refusez le terme de grand remplacement, mais vous constatez qu'à un moment donné, au niveau de l'école, la situation est inextricable. Oui, c'est-à-dire que les enseignants sont confrontés à une situation de fou. C'est-à-dire ils sont submergés par des élèves d'origine immigrée qui souvent parlent à peine français. Enfin, c'est très compliqué. Et pourquoi ? Parce que le vrai problème, c'est que il n'y a pas d'intégration quand il n'y a pas de volonté d'intégration. C'est la France au départ, c'est l'assimilation. Oui. Et c'est extraordinaire. Alors, comme modèle. Expliquez-moi la nuance. Le modèle. Assimilation, je renonce à ce que j'ai été. Ça, c'est dans intégration, je reste que mes origines. Mais jusqu'au siècle dernier. Voilà. L'assimilation, c'était le. Oui, on peut dire vraiment. C'était la règle numéro 1. Zola est italien, c'est un Français. Voilà. Mon père est américain, c'est un Français. Sauf qu'il parle. Il a gardé sa nationalité pour avoir sa petite retraite de soldat combattant, mais il est français, il parle avec un accent coupé au couteau. Il n'est pas assimilé. Il est intégré. Il est intégré, il parle français. Il dit non, on parle pas. Il dit on parle pas anglais à table parce que ma mère essaie de l'obliger à parler anglais pour qu'on soit meilleur en anglais à l'école. Et il dit non, moi je veux pas, on parle pas. Ici on est en France, voilà. Et puis moi, même mon prénom, c'est une histoire absolument dingue. Mon prénom, c'est Franz Olivier. Ils vivent aux États-Unis. Je suis né là-bas et ils m'appellent Franz. Mais ils disent quand même, si jamais on revient, parce qu'ils avaient un peu envie. Mon père ne voulait pas rester aux États-Unis parce qu'il aimait pas les États-Unis. Ouais, c'était un peu américanophobe en fait. Et il voulait vivre en Europe. Pour lui, l'Europe, c'était d'abord l'Italie, et puis ensuite, accessoirement, la France, c'est François. Ça veut dire François. Vous êtes d'accord? Oui, voilà. Donc François Olivier. Non, c'est à cause de Schubert. Il m'appelle Franz à cause de Schubert, ce qui passe très bien aux États-Unis. Et pour franciser, ils mettent à côté Olivier. Donc, il m'appelle Franz quand je suis tout petit, jusqu'à l'âge de 4 ans. Quand j'arrive en France, ils commencent à m'appeler Olivier. Ça ne marche pas. Donc, ils font je ne bouge pas, je n'entends pas. Après, ils disent Franz Olivier. Non, je ne répondrai pas à ce nom. Et puis, en fait, ils sont revenus à France. Et c'est en écrivant mon premier article qui était signé Franz Gisbert, en voyant la signature, je me suis dit, ça peut pas le faire. Et j'aurais dû faire, normalement, enlever Franz et mettre Olivier. Mais non, je suis revenu à mon vrai prénom, qui est Franz Olivier. Mais je déteste qu'on m'appelle Franz Olivier. Ah oui, bon, vous appelez comment alors? Ça francise. Mais c'était ça, le culte. Je viens de cette France-là. On s'assimile. On est la France. Éric Zemmour tient les mêmes propos. On est la France. Moi, j'ai pas du tout... J'ai pareil. Et toutes ces conneries que j'entends toujours sur... Ils sont déchirés entre deux cultures. Mais ça veut dire quoi, ces conneries? Mais attendez, la culture américaine, elle est absolument extraordinaire. Moi, je suis biculturel, on peut dire, à ce moment-là. Je m'en fous de la culture américaine. Je suis français. Sur le prénom. Vous êtes d'accord qu'Éric Zemmour dit comme vous sur les prénoms? Oui, attendez. Après, je ne veux pas en faire une règle, une loi, les jolis prénoms, etc., étrangers. Moi, je trouve ça très bien. Donc, je ne suis pas du tout dans ce... Je suivrai pas Éric Zemmour sur ce combat. J'ai dit que là-dessus, vous avez une analyse similaire. Mais j'ai, sur l'assimilation, évidemment, attendez, c'est pas parce qu'Éric Zemmour le dit que c'est pas... Elle n'est pas l'assimilation, il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une, et on est une machine à assimiler. D'ailleurs, les États-Unis le sont aussi. Il y a des pays encore qui le sont. Là, ils arrivent à assimiler. Là, elle est en panne. Là, vous dites qu'elle est en panne. Aux États-Unis, ça marche moyen, mais quand même, ça marche encore un peu. En France, c'est fini. C'est-à-dire, et oui. Alors, alors on est passé au deuxième stade, c'est l'intégration. L'intégration, ça veut dire vous allez adopter nos valeurs, etc. Mais là encore, vous avez le corps enseignant qui est débordé. C'est plus facile l'intégration. C'est d'accord, on est d'accord. C'est mieux. Mais oui, c'est mieux. Moi, j'aimais bien l'assimilation. C'est un peu raide. C'est un peu Troisième République. C'est un peu C'est pas oublier le passé, mais bien sûr que non. Le passé, on l'a toujours avec soi. Mais c'est juste de dire, on l'efface pas. On peut pas l'effacer le passé. Moi, je suis basque, je suis intégré à la France. Mais oui, bien sûr. Attends. Et puis, moi, je suis normand. Et vous êtes viking. Je suis normand. De père et de mère. De père et de mère par deux origines différentes. Je suis intégré à la France. On a Raphaël.
qui nous appelle de Cachan. Cachan, c'était pas la ville de Eric Satie, je crois que oui. C'est bien possible. Bien possible. En tout cas, oui. Bonjour à tous. Bonjour Raphaël. Monsieur Gilbert. Bonjour Raphaël. Bonjour Monsieur Péricolagas. Effectivement, c'est un honneur d'échanger avec vous. Et je vous rejoins sur l'aspect de la civilisation qui a été abandonnée finalement par la droite et la gauche. C'est un principe républicain issu de la Révolution française, inscrit dans le Code civil, et effectivement, tout le monde aujourd'hui l'oublie. Et vous vous baladez, alors c'est pas la peine de se balader forcément à Marseille, mais dans ma petite ville de Cachan, donc dans le Val-de-Marne, en bordure de Paris, effectivement, on s'aperçoit qu'on est effectivement dans une limite de submersion culturelle et linguistique où le français tend à disparaître et les gens aussi. Donc voilà. Donc c'est vrai que les propos de M. Gilbert sont tout à fait résonnent à mon oreille et à mon cœur, qui moi suis né dans le sous-continent indien, qui suis assimilé à la France depuis 81, et je suis effectivement en phase. Et le problème des politiques d'aujourd'hui, ils ont oublié ce qu'était la civilisation. C'est embrasser non seulement un pays, mais c'est son histoire, la comprendre, et donc s'identifier à tout ça. Et c'est ce que veut dire M. Gilbert, et je l'ai lu dans le Figaro, dans Le Point, donc effectivement, il y a un glissement, et on peut comprendre aujourd'hui que M. Gilbert ne retrouve pas la France qu'il a connue, mais c'est aussi partagé par beaucoup de nos concitoyens qui, effectivement, se trouvent dans cette situation d'interrogation. Alors, France, comment on en est arrivé là, avec tout l'arsenal qu'on avait, les outils, les institutions républicaines, une éducation nationale, une école formidable, une conscience, une classe politique quand même qui était pas mal. Comment tout ce système a pu arriver à se déliter? Bon, les politiques ne sont pas les seuls responsables, bien entendu. Mais vous savez très bien que si on fait la liste des grands politiques qui ont dirigé ce pays depuis longtemps, je veux dire, tout commence d'ailleurs après De Gaulle, surtout. Pompidou, vous le mettez encore dans le raisonnable ou non? Oui, et Giscard aussi, d'ailleurs. Giscard, il est très particulier. Regroupement familial. Non, Giscard. Regroupement familial, non, c'est bête ou c'est pas bête? C'est pas lui. Je sais que c'est pas lui. C'est le Conseil d'État. Non, c'est pas lui. Il était dans un corner. Il était attaqué de partout. C'était très compliqué. Et le Conseil d'État, à ce moment-là, a décidé de prendre le pouvoir sur le pouvoir judiciaire. Mitterrand, comme vous avez ça, adulé, que vous avez aimé. Mitterrand, vous l'avez aimé. Mitterrand, vous l'avez adulé. J'aime Mitterrand. Ça commence à merder. J'aime Mitterrand, mais attendez, pourquoi on n'a pas le droit? On n'a pas le droit. Mais c'est ce que je vous dis. J'ai écrit tellement de choses horribles sur Mitterrand parce qu'il avait une politique économique débile. Oui. Parce que des personnages style Attali, Fabius avaient pris le contrôle de son cerveau et lui ont fait faire énormément de conneries. Aussi parce que pour lutter contre Rocard qui voulait lui prendre le Parti socialiste, il est obligé de se gauchiser. Parce que ces pauvres militants socialistes qui sont pas forcément des Lumières, on pense toujours que on va protéger le socialisme en étant le plus à gauche possible. C'est la célèbre théorie sinistrogire de l'ancêtre de la philosophie politique qui est Albert Thibaudet qui disait ça. C'est le mouvement sinistrogire. Je vais vous poser une question la gauche n'est jamais assez à gauche et toujours plus à gauche. Je vais vous poser une question très grave, Franz. Les mots de Jean-Marie Le Pen de l'époque, des années 80, inaudibles pour la gauche, est-ce qu'il s'avère aujourd'hui partiellement vrai? Est-ce que la formule de Fabius, il pose de bonnes questions auxquelles ils apportent de mauvaises réponses? Pourtant, ce que vous dénoncez là, Jean-Marie Le Pen le dénonçait dans les années 80 sous la gauche, c'était inacceptable, c'était inaudible. Est-ce que quelque part, il aurait fallu s'inquiéter avant de ce qu'il voulait dire à travers son message? Sans le soutenir lui, est-ce qu'il soulignait des vérités qui se sont révélées aujourd'hui exactes? Je trouve la formule, pour une fois, la formule de Fabius est assez juste. C'est-à-dire qu'il posait des vrais problèmes et simplement, il n'apportait pas les vraies questions. Mais le problème de Jean-Marie Le Pen, on le voit très bien, c'est ce que j'expliquais dans un des tomes précédents de l'Histoire intime, c'est dans la théorie de Mitterrand qui disait mais non, c'est pas grave, il est pas dangereux, il n'arrivera jamais au pouvoir, de toute façon, il ne veut pas arriver au pouvoir, ce que je ne croyais pas à l'époque. Et j'appelle ce chapitre, je crois, le tutoman, parce qu'il s'amuse. Est-ce qu'il disait vrai ou pas sur l'immigration? Oui, mais il avait prédit ce qui arrive aujourd'hui. Il avait prédit, mais c'était pas possible. Enfin, je veux dire, à l'époque, si vous voulez, le vrai sujet, c'est que vous aviez encore des dirigeants. Et peu à peu, parce qu'il y avait des dirigeants. Vous souvenez-vous quand il y a eu commencé à avoir des prières dans les usines, vous vous souvenez? L'attitude de Pierre Mauroy, l'attitude de Gaston Defferre, pas de ça en France.
vous savez, les prières. Tout à fait. C'est frappant. En 80, ça commence. Et le Parti communiste, souvenez-vous, le Parti avec, communiste, alors, oui, ils y allaient très fort, très fort. Et si vous voulez, le vrai souci, c'est quoi? C'est le manque de caractère, de courage d'une classe politique qui a essayé, pour être populaire aussi, pour plaire à la jeunesse, pour plaire aux dominants, pour plaire aux médias. Vous êtes sûr qu'ils n'avaient pas peur des éditos de François-Olivier Gisbert dans l'Obs, ces gens-là? Parce que vous les auriez grondés si vous avez dit ça à l'époque. Admettez que vous les auriez grondés. Si vous avez dit qu'il y a un danger de l'immigration, on est en voie de submersion. Si vous aviez écrit ça, vous les auriez grondés. Je ne suis pas sûr que vous trouverez un éditorial de moi contre Giscard quand il a fait sa formule sur l'invasion. Je ne suis pas sûr et je ne pense pas que j'ai écrit quelque chose contre lui à ce moment-là. J'ai rien écrit, au contraire, j'ai approuvé François Bayrou, là, récemment, quand il parlait de submersion. Le problème, c'est ça le sujet. Attendez, le problème de l'immigration. Oui, mais attendez. Vous dirigez l'Obs, l'organe central de la Mitterrandie. Vous étiez l'idéologue en chef. Oui, j'étais. Mais enfin, attendez. Pourquoi vous racontez ça? Ah ben je vous flatte. Je vous flatte. Non, il faut recontextualiser. Tout ce qui nous est arrivé, vous l'avez soutenu et applaudi. Et vous avez du courage de dire que vous êtes trompé. Je vous félicite, vous méritez la Légion d'honneur du courage. On est dans la polémique parce que, en fait, tout le monde savait au Nouvel Observateur que j'avais voté Giscard en 1981. Je ne m'en étais pas caché d'ailleurs. Je suis sûr que vous devriez, à l'époque, vous deviez trouver ça honteux. Mais j'ai voté effectivement Giscard. J'ai voté Giscard parce que je trouvais que le programme économique de Mitterrand était absurde, dangereux, débile, effrayant. Pas assez libéral. Bah non, pas assez libéral. Vous êtes un vrai libéral. Je suis libéral. Et donc j'ai voté, mais vraiment dans mon âme et conscience, Giscard. J'ai voté aussi pour aggraver mon cas, Chirac au premier tour. Vous voyez, donc, vous êtes pas le seul de gauche qui avait voté Chirac. Oui, mais j'ai voté Giscard au deuxième. On le savait, Jean Daniel m'a quand même nommé chef du service politique. Et ça, c'était, vous savez, c'est le problème des journalistes. On ne sait pas comment ça marche. Jean Daniel, il voyait bien que tout le monde était, la Mitterrandophilie était en train d'asphyxier le journal. Et il s'est dit, tiens, le petit con là, on va le mettre là, comme ça il va faire le buzz, il va énerver tout le monde, etc. Ce que j'ai fait. Donc, quand vous disiez, quand je suis devenu directeur du journal, du Nouvel Observateur, c'était pas pour servir la soupe de la gauche, vous le savez très bien. Je m'en flatte d'ailleurs, et c'est pour ça que l'Observateur est tout de suite reparti. Les ventes, quand on regarde les ventes, ça a été extraordinaire, le mouvement. C'est pas moi, c'est grâce à toute l'équipe qui était formidable. J'ai coupé le cordon ombilical avec le Parti Socialiste et avec la gauche. Il faut refaire une pause. Et je m'en flatte. Il faut refaire une pause. On reprend ça dans quelques instants. À tout de suite, cette conversation. Midi 14h, Sud Radio, la France dans tous ses états. Nous sommes avec Franck-Olivier Gisbert dans un échange passionnant et respectueux parce que vous dites des choses courageuses. Je vous taquine un petit peu, mais c'est vrai que moi qui vous ai lu depuis si longtemps... faire de moi le grand, comment dire... l'idéologue en chef de la Mitterrandie, de cette gauche social-démocrate. J'aimais Mitterrand, j'aimais l'homme. Mais sur la politique économique, j'étais très sévère. Et d'ailleurs, la preuve en est que pendant le premier septennat, il ne m'a jamais reçu. Une fois, je ne l'ai jamais vu. Et quand il passait devant moi, alors on s'était bien connus dans les années 70, il me voyait pas. Vous avez loué les vertus. Vous avez loué les vertus avec des trémolos dans la voix de la social-démocratie auquel vous avez cru. Oui, la social-démocratie libérale. Et là, aujourd'hui, je peux le faire sur Mette Frederiksen, la première ministre social-démocrate du Danemark. Qui contrôle l'immigration et qui contrôle les finances publiques. Voilà un beau modèle à suivre pour la France. On ferait mieux de suivre ces gens-là au lieu d'écouter tous les imbéciles qui nous gouvernent. De Mitterrand, de Hollande, voilà, et des gens qui ont gouverné la France au nom de ce renoncement des valeurs de gauche pour plaire au libéralisme parce qu'il fallait s'adapter à une Europe. Mais la France n'est pas un pays libéral, je vais vous expliquer pourquoi. Avec 57% de dépenses publiques, plus 42% de prélèvements obligatoires, comment est-ce qu'on pète un pays libéral avec le nombre de normes qu'on produit sans arrêt, lois. Vous avez lu un peu, vous avez regardé de près le code du travail, ça, tout ça, la paperasse. Non. Tout d'un coup, il y a un côté à la Madeleine, ultra-libéral. C'est peut-être les racines américaines. Dès qu'on dit il y a trop de paperasse et de bureaucratie, tout de suite vous dites vous êtes ultra-libéral. Mais la France est tout sauf. La France est un pays que les farceurs de gauchisme ont réussi à faire croire aux Français qu'ils vivaient dans un pays libéral, mais c'est pas un pays
pays libéral du tout. En fait, vous êtes un démocrate. Je viens de comprendre que vous êtes un démocrate américain. Vous êtes un vrai démocrate américain. Vous auriez fait un grand président des États-Unis. Ça finit très américain en plus. Je continue. Il va m'envoyer à la cave. Répondez, François-Olivier Gisbert. Aujourd'hui, vous dénoncez de façon courageuse le débordement, l'immigration qui n'est plus jugulée. C'est pas qu'elle soit mauvaise en soi, c'est que si on la contrôle plus, elle n'est pas mauvaise en soi, mais là, il faut revenir toujours sur les chiffres. 486 000 quand on immigrés normaux, je veux dire ordinaires, par an, qui arrivent en plus. Parmi eux, évidemment, il y a les asiles, les droits d'asile, et puis il y a aussi ce qu'on appelle les primo-arrivants, c'est-à-dire qu'ils arrivent avec le premier titre de séjour. Et puis à ça, il faut rajouter quand même 200 ou 300 000 clandestins. Donc vous arrivez à peu près à 700 000 immigrés par an en plus. C'est l'équivalent d'une ville comme Marseille. Mais c'est complètement dingue, mais c'est délirant. Mais comment voulez-vous que les services de l'État, et en plus on ne sait pas quoi en faire très souvent. On leur paye l'hôtel, on les envoie dans des écoles désaffectées, etc. Oui. On leur donne des petites allocations, mais tout ça est dément. Mais qui réfléchit dans ce pays? Je crois qu'on élit des présidents. On a eu un président pour ça, mais il a oublié. Il y a des gens qui réfléchissent, des gens tout à fait respectables. Qu'est-ce que vous répondez à des gens aussi compétents en la matière, qui sont des journalistes expérimentés, que ce soit Patrick Cohen ou Jean-Michel Apathy, quand ils vous disent en fait c'est un ressenti, ce n'est pas vrai, tout ça c'est une forme de propagande, c'est pas aussi grave que ça. Est-ce que c'est eux qui ont raison? Quand on vit avec les Français, je veux dire, vous allez dire c'est poujadis ce que je dis, mais c'est vrai, quand on vit avec les Français, on voit bien que c'est un sujet qu'il faut régler. Donc, et il ne doit pas y avoir de tabou. Il ne doit pas y avoir de tabou là-dessus. Donc ils ne savent pas, si on aime ce pays, si on veut éviter une catastrophe à un moment donné avec ce qu'on peut appeler la convergence des crises, la crise financière, on a fait le déni je vous signale pendant très longtemps, sur la dépense publique, sur l'endettement on a fait le déni sur le déficit. On a fait le déni la même chose sur l'immigration. Nos deux confrères sont dans le déni. Non, mais je ne veux pas les accuser de faire des polémiques avec eux, c'est pas le souci. Mais on ne peut pas continuer à dire qu'il n'y a pas de problème. C'est toujours l'histoire de l'éléphant dans la pièce. L'éléphant dans la pièce, vous savez, on voit que lui, puis on dit non, tout va bien, mais le réel, il est là. Alors bon, quand on est président de la République, à la limite, on peut vivre dans un monde parallèle, parce que voilà, on vit au milieu des grands de ce monde, on voit pas la France. Mais quand on est journaliste, je crois que le devoir, d'ailleurs, ça, c'était, vous voyez, on finit par quoi on a commencé, c'est une leçon de Jean-François. Moi, c'était mon instinct, Jean-François Kahn, qui était grand patron de Marianne, grand patron de presse. Moi c'était mon instinct, quand j'étais jeune journaliste, c'était de voir avec les gens, de parler avec les gens, etc. Et moi, j'ai toujours vécu dans des petits coins, je dirais c'est pas un coin perdu, mais à Marseille, ou en Normandie, du côté de Rouen, ou à Granville, etc. J'ai besoin. Ce qu'on appelle le pays réel. Quand on vit à Paris, mais non, mais c'est que vous savez, il y a la moitié des Français vivent dans des petites villes ou dans des villes moyennes. Et c'est ce que le géographe Christophe Guilluy qui nous a expliqué ça. Et c'est absolument la réalité. Et ces gens-là sont toujours absents. Mais ça, faut vivre aussi au milieu d'eux. Alors je dis pas, je les vois pas forcément à Marseille, mais quand on vit à Marseille, on sort, on va dans le bas pays, comme on dit, ou on va en Provence. En fait, la différence, c'est pas une question, c'est une remarque, mais vous me direz ce que vous en pensez. Mais la différence entre Patrick Cohen, Jean-Michel Apathy et vous, sans entrer dans la polémique, c'est que d'un côté, il y a des partisans, des gens qui sont devenus partisans, et vous, qui êtes resté journaliste, non ? Ou c'est très caricatural? C'est-à-dire, moi je veux pas retirer la carte de presse à personne. Non, bien sûr. Ce que je veux dire, c'est bon. Après, moi, j'ai pas la carte de presse parce que les syndicats SNJ, CGT n'ont pas voulu que je la garde, parce que je sais pas, je dois sentir des pieds, ou je ne sais pas. Enfin, il y a eu un problème il y a quelques années. Ouais. Donc non, mais il fallait pas le dire. Surtout, j'ai coupé un peu maladroitement un jour ma carte de presse parce que voilà, on avait décidé que. Enfin, c'est bon. Alors. Moi, je trouve une solution. Alors, vous dites qu'il faut avoir de l'espoir. Quoi? Un leader politique, un référendum, une mesure douloureuse. Non, c'est pas. Non, c'est douloureux. Vous savez, les mesures douloureuses. Si on fait par exemple un jour un pas de rigueur que tous les imbéciles dénonçant en parlant de plan d'austérité, c'est absurde parce que l'année suivante, c'est arrivé en 58, l'année suivante la croissance est à 4, 5, 6%. Une mesure courageuse. Et je pense, non, mais
faut des gens. Les mesures, on les connaît. On sait ce qu'il faut faire. On n'a pas les gens. On a des gens qui... on a des pétochards. C'est ça. On a des pétochards à la tête de l'État, vous savez très bien. Et ces gens, il faut qu'à un moment donné, voilà, ils traitent les problèmes. Il faut Clémenceau. Et qu'il n'ait pas peur. Mais non, mais des Clémenceau, attendez, sans citer des grands noms, vous savez, je dis toujours ça, mais c'est vrai. C'est, regardez, Gérard Schröder, social-démocrate, de gauche en plus, hein, il fait bien de la gauche du parti. Il a sauvé son pays en prenant des mesures extrêmement violentes, vous allez dire, et ultra-libérales, etc. L'Allemagne, il l'a sauvé. Bon, évidemment, Merkel l'a remis dedans après. Regardez Thatcher, conservatrice, elle a sauvé son pays. Ces gens-là n'étaient pas impressionnants. Bon, regardez Giorgia Meloni. On finit fâché parce que c'est pas des exemples auxquels je crois. Frederiksen. Oui, mais attendez, ces gens-là, ils ont remis le pays debout. Et ces gens-là, ils avaient du courage. Ces gens-là, ils avaient du courage. De pouvoir vous réinviter. Là, c'est terminé. Ils avaient du courage. Vous allez revenir et on va continuer. On a besoin de caractère, de courage et de volonté. Bon, vous viendrez leur dire. Là où il y a une volonté, il y a un chemin, disait De Gaulle. Entendu. Merci Franz-Olivier Gisbert. Et là, on a Brigitte Taille qui va nous parler un petit peu d'amour et de sexualité. Ça va nous détendre un petit peu. À très bientôt, Franz. Merci d'être venu.